Tu es sur le point de regarder une vidéo d'éducation populaire. Si elle te plaît, n'hésite pas à t'abonner à EducPop. N'hésite pas non plus à la commenter et à la liker. N'oublie pas non plus que l'on a un Tipeee si tu veux nous faire un petit don. Bon visionnage. Ça concerne la totalité de l'espace européen, puisque l'OCDE va écrire cette phrase extraordinaire que je connais par cœur. Les perspectives de profit sur le marché éducatif mondial pour les investisseurs institutionnels. Donc depuis 2008, on sait maintenant ce que c'est que les investisseurs institutionnels. Ce sont les banques, les fonds de pension et les assurances qui jouent des milliards en bourse. Okay, les perspectives de profit sur le marché éducatif pour les investisseurs institutionnels sont de l'ordre de 1 à 7. Je mets 1 euro, j'en gagne 7, quand elles ne sont que de 1 à 2 sur le marché de la construction automobile. Et donc, est-ce que vous pensez que les investisseurs institutionnels sont assez zinzins pour laisser passer une perspective de 1 à 7 ? Il faut privatiser les éducations nationales. C'est déjà commencé dans certains pays d'Europe du Nord, c'est commencé en Angleterre. J'avais parié il y a quelques années que c'est Strauss-Kahn qui ferait ça. À l'époque où il était question qu'il devienne président de la République. Ça ne sera pas lui. Je pense que ça sera Macron. Si vous lisez son programme concernant l'éducation, ces espèces de phrases vagues et généreuses qui consistent à libérer le travail, libérer l'école, enfin il veut libérer tout le monde lui. En fait, c'est un projet extrêmement clair de privatisation de l'éducation nationale et son remplacement par des officines privées avec des logiciels éducatifs. Bayard Presse, tous ces gens-là sont prêts, tout le monde est prêt. On n'a plus besoin des enseignants puisque c'est le logiciel qui évalue votre progression dans la matière. Et donc, les Américains nous ont sauvés 3 fois dans notre histoire, en 14, en 39 et en 2011 au Sofitel. Et donc, vous avez un chercheur belge qui s'appelle Nico Hirt, qui anime un site qui s'appelle l'Appel pour une école démocratique, APED, dans lequel tout ça est expliqué très clairement. J'ai fait des ateliers, j'ai eu la chance de faire 1 ou 2 ateliers avec Nico Hirt en Belgique, c'est un type extraordinaire, il a tout dépouillé, il explique comment la seule fonction désormais que l'Union européenne attribue à l'école, c'est la compétitivité sur le marché de l'emploi. Sauf qu'avec l'éducation nationale, c'est la merde, c'est pas possible, il faut faire péter ce truc-là, il faut confier la compétence éducative aux régions, les fameuses grandes régions, puisque l'OCDE a écrit que l'attractivité du territoire, traduisait la capacité à faire venir les entreprises sur cette région-là plutôt que chez ces bâtards de Poitou-Charentes, d'accord ? C'est quoi la région ici ? C'est centre, ouais. Et à côté, c'est Limousin, c'est ça ? Pays de la Loire d'un côté, et en dessous, c'est qui ? C'est Auvergne déjà ? Non, les grandes régions. Enfin bon, peu importe. L'attractivité d'un territoire, dit l'OCDE, se joue sur la capacité de ce territoire à dégager une élite sur 20 ans. Autrement dit, il faut faire péter l'éducation nationale qui nous continue de nous emmerder avec des impératifs d'égalité, des cartes scolaires, même si tout le monde triche avec ça. Et donc, il faut absolument avoir des lycées d'élite et des lycées poubelles. Ce qui n'est pas officiellement possible aujourd'hui et qui le deviendra complètement dès que Macron aura autorisé les régions à faire ce qu'elles veulent. Les régions n'en peuvent plus d'attendre. Elles veulent pouvoir complètement segmenter, péter le système éducatif égalitaire, enfin ce qui reste d'égalitaire dans le système. Et donc moi j'ai un problème en tant que gauchiste. Ce truc-là me rend schizophrène parce que, avec tout ce que j'ai raconté depuis le début, allez, on va dire qu'une partie de moi serait prête à dire m'en fous. Quelle crève l'éducation nationale. S'ils sont encore à faire chier nos mômes avec des notes, à faire de la sélection à tour de bras, à massacrer les gosses, et des conneries qui crèvent. M'en fous. Une partie de moi qui est négative comme ça, qui est noire. Mais il y a une autre partie de moi qui se dit, si l'éducation nationale crève et qu'elle est privatisée, c'est pas sûr que ce qui arrive derrière soit plus égalitaire.
Et donc je suis plutôt à dire, il ne faut surtout pas qu'elle crève. Il faut la sauver, il faut la maintenir, ou au minimum, quand ils vont nous coller le plan de régionalisation, d'augmentation des salaires des profs, vous ne faites aucune illusion. Hein. On va revaloriser le salaire des enseignants quand ça sera confié aux régions, donc ils accepteront, hein, tranquille. Au minimum, il faudrait qu'on soit capable d'imposer au niveau où ils vont nous le faire la même exigence d'égalité. Mais pour ça, il faut qu'on soit prêt à discuter. Parce que comme ils vont nous sortir des grosses salades du genre ça créera de l'emploi, si on ne sait pas répondre à ça, si on ne sait pas démontrer qu'il n'y a aucun rapport entre l'école et l'emploi, aucun. Allez sur le site de l'APED, allez sur le site, vous avez tous les documents, tout ça, tout est noté, c'est passionnant. On se fera avoir comme pour les retraites, quand ils nous ont dit il y a trop de vieux et plus assez de jeunes. Ils nous ont raconté un problème démographique débile. C'est pas une question de jeunes et de vieux, c'est une question de richesse. Y a-t-il oui ou non la richesse produite autant T pour payer les gens qui ne sont plus employés par un employeur? C'est la seule question qui vaille. On s'en fout du nombre de jeunes. On s'en fout. Quand bien même il y aurait un seul jeune qui produirait la richesse pour 60 millions de vieux, ça marcherait le truc, d'accord? Bon, le mec, il faut qu'il y aille un peu, hein, je veux dire. Et donc, on n'a pas su répondre. On a su répondre trop tard. Trop tard, on a dit, mais non, mais c'est de l'enfumage, ça. C'est pas ça le truc. Donc là, ils vont nous faire le coup. Donc il faut qu'on se prépare. Et c'est l'objet de l'atelier de demain. Il faut qu'on se prépare à répondre. Il faut qu'on sache dire. Alors, je voudrais terminer sur trois schémas, enfin trois, je ne sais pas comment vous dire. Et puis après, on va arrêter et on va aller boire un coup de Bourgogne, parce que je me suis interdit de boire de l'alcool depuis ce matin, mais je peux vous dire que je vais me rattraper après. Et donc, on a presque fini, si vous avez encore un petit peu d'énergie. Trois choses à comprendre. La première, c'est un gars qui s'appelle Jean-Louis Derouet. Jean-Louis Derouet, il écrit un livre qui s'appelle « École et justice » en 1986, dans lequel il pose la question « Qu'est-ce qu'une école juste ?» Il fait une étude. Et il s'aperçoit qu'il y a trois types de réponses qui divisent l'école et qui vont faire péter l'éducation nationale sur la base de ces trois représentations, de ces trois imaginaires de ce que devrait être l'école, qui ne communiquent plus ensemble. Vous avez, dit Jean-Louis Derouet, ceux qui disent l'école, elle est là pour instruire. Nous sommes des enseignants, je suis prof de géographie, mon boulot c'est de transmettre de la géographie à des groupes d'élèves pendant des tranches d'heures. Je ne suis pas travailleur social, je ne suis pas directeur, je ne suis pas animateur de MJC. Foutez-moi la paix avec les problèmes sociaux des gosses, arrêtez de charger la mule, laissez-moi faire mon cours. Si la petite machin chose, elle subit un inceste de la part de son beau-père depuis 4 ans, c'est très regrettable, mais ça n'est pas à moi de m'en occuper, que ça se traite là où ça doit se traiter. Et vous verrez, si vous nous laissez être de nouveau des enseignants de discipline, l'école sera de nouveau en phase avec sa société, ça sera de nouveau une école qui fonctionne, il n'y aura plus de chômage, blablabla. Les ayatollahs républicains, Régis Debray, Alain Finkielkraut, Elisabeth de Fontenay, comment elle s'appelle, Charles Coutel, enfin bref, voilà, tous ces... Des gens très bien. Attention, vous lisez, moi j'ai lu le bouquin de Charles Coutel qui s'appelle « Que vive la République », vous fermez le bouquin, vous dites « Ouais, c'est vrai, ils font chier, merde, arrêtez de faire chier les profs, laissez-les, ouais, vive la République, allons enfants », tu vois, je veux dire, bon. C'est vachement bien foutu, hein. Vous avez la deuxième tendance qu'on appelle, enfin que ceux-là appellent méchamment, pour se moquer d'eux, les pédagogistes. Alors les pédagogistes, c'est des sociologues comme François Dubet, des gens comme ça. Eux, ils disent, écoutez, l'école n'est plus là pour instruire. C'est fini, c'est mort avec Internet. Les mômes n'en savent plus sur les États-Unis en regardant Internet qu'en écoutant le prof de géo, là, arrêtez votre délire. L'école est là pour éduquer. C'est-à-dire pour comprendre comment fonctionne la société et pour capable d'être là-dedans. Et donc, il faut faire rentrer à l'école, dans les programmes, les questions de société. Pourquoi les filles sont exclues du marché du travail, pourquoi, etc. C'est quoi l'inceste, comment ça... Je veux dire, il faut travailler. L'école doit être un endroit où on éduque à vivre dans une société. Et puis, vous avez la troisième tendance, nous dit Derouet, beaucoup plus silencieuse, beaucoup plus discrète. La tendance Sarkozy, aujourd'hui la tendance Macron. La tendance Macron nous dit, écoutez, l'école n'est pas là pour instruire, enfin, c'est dépassé, elle n'est pas là pour éduquer, ce n'est pas son rôle. Elle est là pour former. C'est-à-dire que quand on sort de là, on doit avoir une place dans le processus de production. J'utilise quasiment les expressions de son programme.
C'est-à-dire qu'on doit, en sortant de l'école, avoir un boulot. On doit avoir une place, un emploi. Et ceux qui sont le plus à même de savoir quels sont les besoins d'un bassin d'emploi, ce sont les employeurs. Donc, confiez les programmes dans un bassin d'emploi aux entreprises, aux employeurs. Et vous verrez, si vous faites ça, l'école sera de nouveau en phase avec sa société. Et quand on sortira là, tout le monde aura du boulot. Et Jean-Louis Deroette dit un truc génial. Il dit en fait, ils ont tous les trois raison. C'est ça qui est extraordinaire. Évidemment que l'école doit instruire. Évidemment qu'elle doit éduquer. Évidemment que ça serait pas mal en sortant de là d'avoir une place dans le processus de production. Ce qui en revanche est impossible. Dans une société de chômage structurel de masse, hein, et 15 millions de chômeurs dans le 5e pays le plus riche du monde, hein, la crise, hein, redresser la France, redresser. 4e pays le plus riche du monde, les mecs. Je sais pas, il veut qu'on soit 4e ou 3e, c'est quoi son truc? Enfin, je veux dire, il faut qu'on passe devant la Chine, c'est quoi le problème? Enfin, je veux dire, la crise, il faut se serrer la ceinture, l'austérité. 4e pays le plus riche du monde, qui a doublé son PIB en 17 ans. Hein. Depuis 1998 à aujourd'hui, il y a 2 fois plus de richesse en circulation en France. Hein. Elle n'est pas dans votre poche, c'est un autre problème. Hein. Ça, c'est pas une crise. Hein. C'est pas une crise. C'est autre chose. Bon, on n'a pas le temps, c'est une autre conférence. Et donc Jean-Louis Deroette dit ce qui est impossible, c'est de continuer à croire que ces 3 fonctions peuvent être remplies idéalement. Et donc ce qu'il faut, c'est faire un compromis. C'est-à-dire qu'il faut se mettre d'accord dans un bassin, dans un territoire donné. Il faut se mettre autour de la table avec les élus politiques, avec les parents, avec les enseignants, avec les syndicats enseignants, avec les simples citoyens, avec les élèves. Il faut se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on attend de cette école. Et il faut faire un compromis. Il faut lâcher un peu sur l'instruction, mais pas complètement. Il faut faire rentrer les problèmes de la société, mais pas que. Il faut travailler avec les entreprises, mais surtout pas leur filer les manettes. D'accord ? Il faut faire un compromis entre ces 3 fonctions pour garder le système entier. Et si on ne fait pas ce compromis, le truc va éclater. Et vous aurez enfin le droit d'avoir des écoles en centre-ville. Hein, ça s'appellera Charles Péguy. Et puis Marie-Cécile, elle fera de la trigonométrie dès la maternelle. D'accord ? Puis là, dans l'école Nelson Mandela, où Karine, il fera du rap, tu vois, je veux dire, parce que, écoutez, soyons sérieux, il n'en aura jamais besoin de la trigonométrie, on le sait. Naturalisation des rapports sociaux. Et puis vous aurez des écoles avec les dernières techniques de four à pizza pour les pizzaiolos et de sushi, parce qu'il y a un marché sur le sushi de folie, là, sur l'Indre-et-Loire, ok, et sur la pizza. Et donc on va former des mecs. Et donc Jean-Louis Deroette dit, qui aujourd'hui peut faire discuter ces 3 tendances pour pas qu'elles éclatent et pour qu'elles fassent un compromis? Pas les élus. Les élus ne prendront pas ce risque et puis ils attendent qu'une chose, c'est que ça pète pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. Je parle des élus régionaux. Pas les profs. Les profs, l'école ne peut plus être son propre recours. Il n'y a plus que l'éducation populaire, dit Jean-Louis Deroette, et puis Mérieux, et puis des gens comme ça. Et moi, j'assiste à un colloque à Tours en 2007, ou en 97, pardon, où 7 ministres disent c'est à l'éducation populaire aujourd'hui de construire, c'est-à-dire les associations qui se piquent de citoyenneté, les centres sociaux, les MJC, tous ces gens-là, ces trucs-là, les gens qui font de l'éducation populaire, c'est à eux de construire localement, de réunir les conditions d'une discussion entre des gens qui n'arrivent plus à se parler pour sauver le machin. Et moi, je suis allé voir Philippe Mérieux, quand il était directeur de l'INRP, et je lui ai dit banco, je travaille dans les MJC à l'époque, je bossais, je lui ai dit je vous trouve 20 MJC en France, on prend 20 villes, Poitiers, machin, et on fait une expérimentation pour construire intelligemment avec l'éducation nationale, le rectorat, les élus, pour construire une discussion. Il me dit, il me donne une somme, à l'époque c'était 20 briques, c'était 20 MJC, 20 briques, ça faisait 10 000 balles par maison, c'était bien pour commencer à bosser. Je réunis un collectif pendant 2 jours de directeurs de MJC, de MJC solide. Je parle pendant 2 jours, ils me laissent parler, ils terminent tous en me disant, Franck, super, génial ton analyse, on est complètement d'accord, mais on n'ira pas. J'ai dit, pourquoi ? On ne va pas faire chier l'éducation nationale. Qui je suis pour aller embêter l'éducation nationale? Quelle est ma légitimité? On a tous une légitimité, tous. On est tous experts d'éducation nationale, tous. On y a tous passé 18 ans dans ce machin. Je rigole. Demain, vous verrez, pour ceux qui viennent dans l'atelier, on sait tous quoi penser de l'école. Hein. Comment elle devrait être, pourquoi elle n'est pas, enfin on le sait tous. Et donc
Et donc, si cette discussion ne se fait pas, le truc va péter. Ça, c'était la première. Je vous sens un peu plombé, là, par contre. Ça va? J'en ai deux autres qui sont pires derrière. Hein.